Parfois, la voix humaine fonctionne comme un fil invisible. Elle ne coupe pas par le volume, elle coupe par la direction. Il y a des gens qui crient pour se sentir grands, mais ils ne font qu'exposer leur petitesse intérieure. Et il y en a d'autres qui, avec des mots mesurés et un calme dérangeant, obtiennent quelque chose que le bruit n'obtient jamais, le respect. Le genre de respect qui fait que les autres se redressent, baissent le ton et réfléchissent avant de vous parler. Ce respect naît de la maîtrise de soi, non de l'impulsion. La plupart des gens pensent qu'il faut parler fort pour s'imposer. Mais la réalité est beaucoup plus crue et plus intéressante. Le véritable respect apparaît lorsque vous contrôlez votre voix, comme si vous teniez une arme chargée, sans trembler, sans précipitation, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que lorsqu'une personne parle fermement, sans perdre son calme, sans réagir comme on s'y attend, elle oblige l'autre à reconsidérer son attitude. Et c'est là que commence votre pouvoir. Cette vidéo ne vous apprendra pas à humilier qui que ce soit, ni à gagner des disputes. Elle vous apprendra quelque chose de plus précieux. Comment parler pour être pris au sérieux sans élever la voix. Comment utiliser des phrases qui fixent des limites avec élégance. Comment répondre sans tomber dans les provocations et comment transmettre l'autorité sans agressivité. Ce que vous allez apprendre ici est basé sur les principes du stoïcisme, sur la force de la sérénité et sur la précision verbale qu'Épictète, Marc Aurèle et Sénèque considéraient comme les signes d'un esprit véritablement fort. Tout au long de ce parcours, vous comprendrez que le ton serein n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Que le silence n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Et que le calme, lorsqu'il est maintenu même dans les moments tendus, vaut plus que n'importe quel cri. Si vous écoutez chaque partie de ce scénario, je vous promets une chose. Votre façon de parler changera la façon dont le monde vous traite. Parce que lorsque vous maîtrisez votre voix, vous maîtrisez votre présence. Et lorsque vous maîtrisez votre présence, le respect cesse d'être une demande et devient une conséquence. Parle avec fermeté et calme. La voix ressemble beaucoup au pouls d'un guerrier. Elle ne se mesure pas par la force de ses battements, mais par sa constance lorsqu'autour de toi tout tremble. Car celui qui maintient son pouls stable au milieu du chaos devient automatiquement la personne que tout le monde écoute, même ceux qui le sous-estimaient auparavant. C'est la force d'une voix sereine et ferme. Une voix qui ne rivalise pas en volume, mais en contrôle. Une voix qui ne cherche pas à s'imposer en criant parce qu'elle sait que la véritable autorité n'a pas besoin de bruit. Parler avec fermeté et calme ne signifie pas sonner doux ou tiède. Cela signifie sonner clair. Cela signifie que chaque mot sort avec la précision de quelqu'un qui n'a pas besoin de se justifier. La fermeté se ressent lorsque tu parles sans hésiter, lorsque ton ton ne monte ni ne descend au rythme de l'émotion de l'autre, lorsque tu maintiens une stabilité verbale qui fait que l'autre personne réalise qu'elle ne va pas te déplacer de ton centre. Cela dérange, cela met mal à l'aise, cela impose. Parce que rien ne désarme plus que de voir qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser. Le respect que tu cherches n'apparaît pas lorsque tu essaies de montrer ta force, il apparaît lorsque ton ton reflète que tu l'as déjà. C'est pourquoi le calme est une arme. Et je ne parle pas du calme passif, mais du calme conscient, celui qui te permet de regarder une situation tendue sans réagir comme ils s'y attendent. Celui qui crie montre qu'il a perdu le contrôle. Celui qui garde la voix ferme montre qu'il a déjà gagné, parce qu'il contrôle quelque chose que la plupart ne contrôlent pas, leur impulsion. Une voix ferme communique 3 choses qui obligent les autres à te traiter avec respect. Premièrement, elle transmet une clarté mentale. Deuxièmement, elle démontre l'autocontrôle. Troisièmement, elle marque le territoire sans agression. Et les gens respectent toujours celui qui contrôle son territoire interne. C'est exactement ce qu'Épictète enseignait quand il disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font. Mais comment nous choisissons de répondre? Le ton ferme est ce choix conscient qui te sépare de la réaction impulsive et te place sur le terrain de la maîtrise de soi.
Parler calmement ne te rend pas faible, cela te rend imprévisible. Les gens s'attendent à du bruit, ils s'attendent à ce que tu élèves la voix, ils s'attendent à ce que tu te défendes à partir de l'émotion. Quand tu ne le fais pas, tu déconcertes. Et quand tu déconcertes, tu prends l'avantage. Par exemple, si quelqu'un te parle de manière agressive, répondre par un « parlons calmement, nous nous comprendrons mieux » peut désamorcer la tension immédiatement ou peut révéler qui a vraiment perdu son sang-froid. Dans les deux cas, tu gagnes du respect parce que tu démontres que personne ne décide de ton ton sauf toi. Dans les situations quotidiennes, c'est un outil inestimable. Dans une réunion, ta voix calme devient autorité. Dans une discussion familiale, elle devient limite. Dans une conversation difficile, elle devient un signe de maturité. Et quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu maintiens la même sérénité, cela devient un rappel silencieux que ton esprit n'est pas disponible pour le chaos des autres. Le calme ferme n'est pas seulement une façon de parler, c'est une façon de te positionner dans le monde. C'est dire à l'autre sans avoir besoin d'explication. Je décide comment je parle, je décide comment je réponds, et ton attitude ne va pas dicter mon comportement. Quand tu parles ainsi, tu changes complètement la dynamique. Ta présence grandit, tes mots pèsent plus, ton silence acquiert même une plus grande autorité. Parce que la fermeté dans la voix n'est pas un style, c'est une déclaration. C'est montrer que tu as le contrôle de toi-même, et celui qui contrôle sa voix contrôle le respect qu'il reçoit. 2. Définissez clairement vos limites. Les limites fonctionnent comme les murs d'une maison. Si elles sont bien construites, elles protègent tout ce qui se trouve à l'intérieur. Si elles sont mal posées, n'importe qui peut entrer, déplacer des choses, toucher ce qu'il ne doit pas et traiter votre espace comme s'il était le sien. La façon dont vous parlez définit ces murs. Et quand vous parlez sans clarté, les gens ont tendance à vous envahir. En revanche, lorsque votre voix établit des limites fermes et sans peur, ils commencent immédiatement à traiter votre espace, votre temps et votre dignité avec respect. Définir des limites n'a rien à voir avec le fait de paraître dur ou autoritaire. Il s'agit de paraître défini. Une personne définie ne supplie pas, ne se justifie pas trop, ne se brise pas sous la pression sociale. Une personne définie parle comme quelqu'un qui sait ce qu'elle permet et ce qu'elle ne permet pas. Et cela se voit en quelques secondes. La clarté de la voix indique à l'autre où s'arrête sa liberté et où commence la vôtre. Lorsque vous fixez une limite, vous le faites pour protéger votre paix, pas pour générer des conflits. Beaucoup de gens ne savent pas fixer des limites parce qu'ils craignent de paraître rudes ou de mal paraître. Et cette peur est précisément ce qui fait que les autres en profitent. La clarté n'est pas de l'agression. La clarté est le respect de soi. Et le respect de soi déclenche toujours le respect extérieur. La limite est fixée lorsque vous dites calmement des phrases comme « Je ne continuerai pas cette conversation si tu me parles ainsi »,« Je ne suis pas disponible pour cela maintenant »,« Je n'accepte pas d'être traité de cette manière »,« Ce ton n'est pas approprié »,« Parlons mieux ». Il n'y a pas de cris, pas de menaces, pas d'insultes. Juste une affirmation directe qui oblige l'autre à ajuster son comportement ou à être exposé. La clarté de la limite est inconfortable pour ceux qui ont l'habitude de franchir des lignes sans conséquence. C'est pourquoi beaucoup de gens réagissent mal lorsque vous commencez à parler ainsi. Non pas parce que vous êtes injuste, mais parce que vous avez cessé d'être accessible à leur manque de responsabilité émotionnelle. Les limites révèlent des vérités. Elles révèlent qui vous respecte et qui vous utilise seulement. Elles révèlent qui est prêt à dialoguer de manière adulte et qui se perd dans des jeux infantiles de manipulation. Du point de vue du stoïcisme, les limites sont considérées comme une extension naturelle de l'autocontrôle. Comme le disait Marc Aurèle, l'esprit se renforce lorsqu'il décide ce qu'il accepte et ce qu'il rejette. Et fixer une limite verbale, c'est exactement cela, une déclaration de ce que votre esprit n'est plus prêt à tolérer. Lorsque vous parlez en précisant clairement ce que vous permettez, vous devenez quelqu'un de difficile à manipuler. Dans les situations quotidiennes, cela fait une énorme différence. Si un collègue de travail vous délègue des responsabilités qui ne vous incombent pas,
Répondre d'un ton calme et ferme, cela ne fait pas partie de mes fonctions, donc je ne peux pas m'en occuper. Évite les surcharges et vous positionne comme quelqu'un qui ne cède pas sous la pression. Si un membre de votre famille tente de s'imposer avec des exigences injustes, dire « je peux t'écouter mais je n'accepterai pas que tu me parles de cette façon », change la dynamique et établit une nouvelle réalité. Les limites protègent également votre énergie. Elles vous évitent de vous épuiser dans des conversations inutiles, vous aident à éviter les environnements toxiques et rappellent au monde que votre paix a un prix que vous seul décidez. Et plus vos limites sont claires, plus il sera facile pour les gens de vous traiter avec respect, car ils sauront que vous n'êtes pas prêt à tolérer ce que vous laissiez passer auparavant par peur de déranger. Lorsque vous fixez des limites avec une voix calme, directe et sûre, vous créez une barrière invisible que les gens ressentent. 3. Contrôle ta réponse. Répondre en plein conflit ressemble à tenir une torche dans une pièce remplie d'essence. N'importe quel mouvement impulsif peut tout enflammer, mais un mouvement calculé éclaire le chemin sans rien détruire. La différence entre se respecter ou perdre de l'autorité est exactement là, dans ce millième de seconde où tu décides de réagir à partir de l'instinct ou de répondre à partir du calme. Celui qui contrôle sa réponse contrôle le cours de la conversation. Et celui qui contrôle le cours de la conversation contrôle le respect qu'il reçoit. L'erreur la plus courante est de croire que la réponse immédiate démontre la sécurité. C'est faux. Ce qui démontre la sécurité, c'est de choisir quand et comment répondre. Les personnes impulsives réagissent sans réfléchir, se débordent, se laissent emporter par l'émotion de l'autre. Les personnes fortes écoutent, analysent, ralentissent le rythme interne et répondent à partir d'un point où elles ne sont plus prisonnières du moment. Cette pause consciente vaut plus que n'importe quel cri. Marc Aurèle parlait constamment de quelque chose de fondamental. L'émotion que tu reçois n'a pas à être l'émotion que tu rends. Et ce principe reste l'une des outils les plus puissants pour gagner du respect. Peu importe si on te provoque, te presse ou te manipule. Si tu ne permets pas que l'émotion de l'autre détermine ton ton, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. L'autre moitié, tu la gagnes quand tu réponds à partir de ton critère, pas de ton ego. Contrôler ta réponse a un impact immédiat sur n'importe quelle interaction quotidienne. Si quelqu'un te parle avec sarcasme, répondre avec clarté au lieu de jouer le jeu montre qui a le contrôle mental. Si quelqu'un essaie de te faire sentir coupable, répondre avec des phrases comme « Je comprends ton point de vue, mais je vais maintenir ma décision » montre que ta stabilité émotionnelle n'est pas à vendre. Et si quelqu'un veut t'entraîner dans une discussion inutile, répondre « Je ne vais pas continuer si l'objectif est de se battre » coupe l'essai avant qu'il ne commence. Les gens sous-estiment le pouvoir de la composture parce qu'ils sont pris dans un monde où réagir rapidement semble être une obligation. Mais le vrai respect ne vient pas de l'impulsion, il vient de l'intention. Quand tu prends ces 2 secondes pour inspirer, réfléchir et aligner ta réponse, l'autre personne le ressent. Elle sent qu'elle n'a pas accès à ton centre émotionnel. Elle sent qu'elle ne peut pas te manipuler. Elle sent qu'elle ne peut pas t'entraîner au niveau qu'elle veut. Et cette sensation les fait changer de ton, mesurer leurs mots et reconsidérer leur position. Dans les conversations tendues, contrôler ta réponse est la différence entre escalader ou désactiver. Entre rester coincé dans une discussion sans fin ou clarifier dès le début que tu n'es pas disponible pour des dynamiques dégradantes. Souvent, il suffit de répondre avec des phrases fermes, courtes et sereines pour que l'autre personne comprenne que tu ne vas pas jouer à ce jeu. Il est également important de comprendre que le contrôle de ta réponse n'est pas une censure émotionnelle, c'est un ordre émotionnel. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de diriger. L'émotion peut apparaître, mais celui qui répond est ton critère, pas ton impulsion. Et plus tu pratiques ce contrôle interne, plus tu remarqueras comment la façon dont on te traite change. Les gens commencent à t'écouter avec plus d'attention, à se mesurer davantage, à te prendre plus au sérieux.
Ta présence devient plus lourde, plus stable, plus respectée. Contrôler ta réponse n'est pas seulement une compétence, c'est une déclaration de pouvoir personnel. C'est dire au monde que ton esprit n'est pas un champ de bataille, mais un espace ordonné. 4. Exprimez votre désaccord avec respect. Dire que vous n'êtes pas d'accord est comme tenir une porte en verre face à une tempête. Si vous la fermez brusquement, elle se brise et tout se termine dans le chaos. Si vous la maintenez fermement, avec précision et sans peur, la tempête reste à l'extérieur et vous conservez votre ordre intérieur. C'est l'essence d'exprimer un désaccord sans perdre le respect ni perdre son calme. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais de le gérer avec une élégance qui désoriente celui qui s'attendait à une réaction impulsive. La plupart des gens paniquent lorsqu'ils doivent dire « je ne suis pas d'accord », parce qu'ils confondent la différence avec la confrontation. Et cette confusion est la raison pour laquelle tant de gens finissent par céder quand ils ne le veulent pas, acceptant des idées qu'ils ne partagent pas ou se taisant pour ne pas déranger. Mais lorsque vous apprenez à exprimer votre désaccord avec une voix ferme et sereine, le respect apparaît automatiquement. Non pas parce que vous criez votre position, mais parce que vous la maintenez avec une assurance qui n'a pas besoin de violence. Exprimer un désaccord avec respect commence par la clarté intérieure. Avant d'ouvrir la bouche, vous devez savoir exactement ce que vous pensez et pourquoi vous le pensez. Les gens qui doutent d'eux-mêmes tremblent en parlant. Les gens qui se connaissent eux-mêmes maintiennent leur position. Lorsque vous dites des phrases comme « je vois les choses différemment pour cette raison »,« je ne partage pas ce point de vue, mais j'écoute ce que vous dites » ou « je respecte votre opinion même si je ne suis pas d'accord », vous projetez une maturité qui exige une considération immédiate. Épictète disait que personne ne peut vous forcer à accepter un jugement qui ne résonne pas avec vous. C'est la racine du désaccord respectueux. Vous ne rejetez pas la personne, vous rejetez l'idée. Vous n'attaquez pas, vous délimitez. Et cette différence est ce qui rend votre position puissante. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais ils ne peuvent pas ignorer que vous êtes ferme. De plus, le respect se multiplie lorsque vos paroles ne cherchent pas à humilier. Beaucoup de gens confondent le désaccord avec la démonstration de supériorité, et cela ne génère que du rejet. Mais lorsque vous exprimez votre désaccord sans intention de blesser, sans sarcasme et sans entrer dans des jeux égocentriques, la conversation change de niveau. L'autre personne comprend que vous ne faites pas de compétition. Vous communiquez à partir d'un lieu de stabilité émotionnelle. Et la stabilité émotionnelle inspire toujours le respect. Dans la vie quotidienne, c'est essentiel. Lors d'une réunion de travail, si tout le monde est d'accord avec une idée que vous savez ne pas fonctionner, dire calmement « j'ai une position différente et je pense qu'il est important de la considérer », vous positionne comme quelqu'un de courageux et de raisonnable. Dans une relation personnelle, dire « je ne partage pas ce que tu dis, mais je veux comprendre ton point de vue » évite les disputes inutiles et maintient la relation sur un terrain adulte. Dans des discussions tendues, dire « je n'accepte pas cette approche, parlons clairement » arrête l'escalade émotionnelle. Le désaccord respectueux révèle également qui veut dialoguer et qui veut imposer. Lorsque vous parlez calmement et que l'autre personne s'agite, il est évident qui cause réellement le conflit. Vous maintenez votre centre, vous maintenez votre ton, vous maintenez votre respect. Et lorsque votre ton ne change pas, l'autre est obligé d'ajuster le sien ou il est ridiculement déplacé. Exprimer un désaccord avec respect ne signifie pas être neutre. Cela signifie être percutant sans être agressif. Cela signifie que votre voix ne cherche pas à blesser, elle cherche à se positionner. 5. Arrêtez les conversations toxiques. Les conversations toxiques sont comme un puits sans fond. Vous pouvez descendre 10 marches en pensant que vous êtes toujours en contrôle, mais quand vous essayez de remonter, vous découvrez que la corde n'est plus là, la lumière a disparu et l'atmosphère commence à vous étouffer. C'est pourquoi arrêter une conversation toxique à temps n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie émotionnelle.
C'est comprendre que toutes les discussions ne méritent pas votre énergie et que tout dialogue n'est pas vraiment un dialogue. Certains ne sont que des pièges conçus pour vous épuiser. La plupart des gens tombent dans des conversations toxiques parce qu'ils pensent qu'ils peuvent réparer l'autre avec des arguments, de la logique ou de la patience. Mais on ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui ne veut pas raisonner. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui cherche seulement à avoir le dernier mot. Et on ne peut pas rester calme si la conversation est construite pour vous provoquer. C'est là que l'apprentissage de l'arrêt devient une compétence essentielle pour gagner du respect. Parce que quand vous dites « jusqu'ici », vous dites beaucoup plus que ça. Vous dites « mon esprit n'est pas votre poubelle émotionnelle ». Arrêter une conversation toxique ne nécessite pas d'élever la voix, seulement du courage verbal. Des phrases comme « je ne continuerai pas si nous continuons sur ce ton ». Parlons quand nous pourrons tous les deux penser clairement, ou « cette conversation n'est pas productive, nous la laissons ici », sont puissantes parce qu'elles coupent l'énergie destructive immédiatement. Elles indiquent à l'autre que vous n'êtes pas disponible pour un échange sans sens, que votre temps a de la valeur et que vous ne resterez pas dans un environnement où votre dignité est compromise. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, Sénèque l'expliquait clairement. L'esprit doit se protéger des stimuli qui le dégradent. Et cela inclut les conversations qui alimentent le ressentiment, la manipulation, la culpabilité ou le chaos. Les stoïciens choisissaient soigneusement qui ils écoutaient, ce qu'ils répondaient et dans quelle conversation ils investissaient leur énergie. Ils n'évitaient pas le conflit, ils évitaient la perte de contrôle. Et arrêter une conversation toxique, c'est justement cela. Protégez votre centre avant que l'autre ne l'envahisse. Dans la vie quotidienne, cette compétence est indispensable. Dans les discussions familiales où quelqu'un insiste pour vous blâmer pour des choses que vous n'avez pas faites, arrêter la conversation empêche de tomber dans des dynamiques absurdes que vous connaissez par cœur. Au travail, lorsqu'un collègue veut vous entraîner dans des plaintes interminables ou des ragots qui n'apportent rien, dire « je ne veux pas entrer dans cette conversation » ne vous protège pas seulement, mais marque une distance et génère un respect immédiat. Dans une relation sentimentale, savoir couper un échange où l'autre cherche à blesser plutôt qu'à dialoguer est un moyen de vous rappeler que votre amour-propre est au-dessus de tout lien. Beaucoup pensent que stopper une conversation, c'est la perdre, mais c'est exactement le contraire. Vous la gagnez parce que vous ne tombez pas dans les provocations, vous ne donnez pas votre énergie et vous ne permettez pas à l'autre personne de décider de votre état émotionnel. Le calme ferme révèle qui est en contrôle. Et celui qui est en contrôle gagne le respect même de ceux qui tentent de le déstabiliser. Arrêter une conversation toxique vous donne aussi de l'espace. De l'espace pour penser, pour traiter, pour décider ce qui en vaut la peine et ce qui ne l'en vaut pas. De l'espace pour ne pas réagir sous pression. De l'espace pour revenir à vous-même avant de répondre. Et cet espace est un énorme avantage que la plupart des gens ne savent pas utiliser. Les gens qui se laissent entraîner perdent en clarté. Les gens qui savent arrêter ne perdent rien et gagnent tout. 6. Parle à partir de ta valeur personnelle. Ressentir ta propre valeur, c'est comme marcher avec une armure invisible. Elle ne pèse pas, elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle change complètement ta façon de te mouvoir dans le monde et la façon dont le monde te répond. Quand tu parles à partir de ta valeur personnelle, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit et tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Les gens perçoivent que tu es debout sur une base solide, une base qui ne vacille pas, même si d'autres essaient de te pousser. C'est la force silencieuse qui génère du respect immédiat. Parler à partir de ta valeur signifie que chaque mot qui sort de ta bouche vient d'un lieu intérieur qui n'est pas contaminé par le besoin de plaire ou par la peur de mal paraître. Beaucoup de gens perdent le respect des autres parce qu'ils parlent à partir de l'insécurité, du doute, du désir désespéré d'être accepté. Et quand tu parles à partir de cet espace fragile, chaque phrase sonne comme une demande déguisée. En revanche, quand tu parles à partir de ta valeur personnelle, ta voix cesse de demander la permission
et commence à construire une présence. Cela se ressent dans des choses simples, dans la façon dont tu dis non, dans la façon dont tu expliques une idée, dans la façon dont tu demandes quelque chose, même dans la façon dont tu t'adresses à quelqu'un qui t'intimide. L'autorité ne vient pas du ton dur, elle vient de la conviction interne. Une personne qui sait ce qu'elle vaut ne se rabaisse pas, ne se justifie pas excessivement, ne tremble pas en défendant sa position et ne minimise pas ses mots pour éviter d'incommoder. La véritable sécurité ne crie pas, elle respire. Épictète insistait sur quelque chose d'essentiel. Personne ne peut te retirer ta valeur si tu ne la donnes pas d'abord. C'est le cœur de ce point. Parler à partir de ta valeur personnelle est un acte quotidien de ne pas donner ta dignité pour obtenir l'approbation. Ne pas te plier sous la pression. Ne pas reculer face à l'intimidation émotionnelle. Ne pas baisser la tête devant ceux qui veulent te faire sentir inférieur. Et le plus important, ne pas négocier ton identité pour l'acceptation sociale. Quand tu parles à partir de ta valeur, tu peux dire des phrases comme « Je ne suis pas prêt à accepter cela ». Je comprends ton point de vue, mais ma décision reste la même. Ou « Je respecte ta position, je maintiens la mienne », sans que ta voix tremble. Il n'y a pas d'agression, pas d'arrogance, pas besoin de t'imposer. Ce qui existe, c'est la clarté, l'autocontrôle et un respect de soi si évident qu'il oblige les autres à te traiter de la même manière. Dans les situations quotidiennes, cela fait une énorme différence. Au travail, parler à partir de la valeur personnelle évite que les autres te sous-estiment ou te surpassent. Dans la famille, cela évite que tu retombes dans des rôles anciens où tu étais minimisé. Dans les relations sentimentales, cela établit une base émotionnelle où tu ne mendies pas l'amour ni la validation. Dans les discussions tendues, cela te permet de répondre fermement sans tomber dans l'émotivité destructrice de l'autre. Beaucoup perdent le respect parce qu'ils parlent à partir de la blessure, pas de la valeur. Ils parlent à partir de la peur, de la culpabilité, du besoin d'être accepté. Mais le véritable respect apparaît lorsque l'autre personne sent que tu ne négocies pas ton essence. Quand elle perçoit que ta dignité n'est pas en solde. Quand elle comprend que tes mots ne se brisent pas sous la pression ni par manipulation. Parler à partir de ta valeur personnelle implique aussi de parler sans t'excuser d'exister. Cela implique de soutenir ta voix même si tu es minoritaire dans la salle. Cela implique de garder ton calme même si on essaie de te provoquer. Cela implique que tu n'as pas besoin de reconnaissance pour maintenir ta position. Celui qui parle à partir de la valeur transmet quelque chose qui ne peut pas être feint, la solidité interne. 7. Utilise le silence à ton avantage. Le silence fonctionne comme une ombre bien entraînée. Il ne parle pas, ne réclame pas, ne pousse pas, mais accompagne chacun de tes mouvements en laissant clair que quelque chose en toi observe avec plus de force que n'importe quel mot pourrait exprimer. Quand tu sais utiliser le silence, les gens ressentent ta présence même quand tu ne dis rien. Le silence est une arme propre, précise et difficile à affronter parce qu'on ne peut pas débattre avec quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner dans le bruit. La plupart sous-estiment le silence parce qu'ils confondent se taire avec perdre. Mais le silence stratégique n'est pas absence, c'est maîtrise. C'est choisir de ne pas répondre quand la conversation est conçue pour t'épuiser. C'est faire une pause avant de répondre pour obliger l'autre à reconsidérer ce qu'il vient de dire. C'est laisser le poids de tes mots tomber lentement au lieu de les diluer en essayant de gagner une discussion sans sens. Dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait se taire devient gênant, imprévisible et profondément respecté. Le silence est si puissant parce qu'il révèle quelque chose que le bruit ne peut jamais cacher, le contrôle interne. Quand tu restes silencieux face à la provocation, tu n'es pas en train de céder, tu observes. Quand tu te tais avant de répondre, tu ne doutes pas, tu choisis. Quand tu décides de ne pas entrer dans une conversation qui ne vaut rien, tu ne fuis pas, tu protèges ton énergie. Ce type de silence est un message clair. Je ne suis pas disponible pour perdre mon temps.
Les stoïciens étaient maîtres de ce principe. Marc Aurèle répétait que toutes les situations ne méritent pas une réaction et que répondre moins est souvent mieux répondre. Le calme silencieux permet de voir l'intention de l'autre, de lire l'émotion derrière ses mots et de décider avec précision ce qui vaut la peine d'être répondu et ce qui est écarté sans effort. Le silence devient ainsi ton filtre mental, ta défense et ta déclaration de force. Dans la vie quotidienne, le silence est l'un des outils les plus utiles pour gagner du respect. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, une longue pause les oblige à faire face à l'inconfort qu'ils ont eux-mêmes généré. Quand tu es dans une discussion où tout le monde parle par impulsion, garder le silence un moment fait que tout le monde veut entendre ce que tu vas dire. Quand quelqu'un veut te manipuler émotionnellement, le silence coupe le flux de pression et brise le contrôle qu'il cherchait à avoir sur toi. C'est aussi une façon de poser des limites sans prononcer un seul mot. Si quelqu'un te parle sur un ton inacceptable, ton silence accompagné d'un regard ferme communique plus que n'importe quel sermon. Si quelqu'un essaie de te forcer à prendre une décision immédiate, ton silence montre qu'ils ne pourront pas te précipiter. Si quelqu'un insiste pour t'entraîner dans son drame, ton silence laisse clair que tu ne vas pas participer. Le silence a un autre pouvoir fondamental. Il donne plus de valeur à tes mots. Quand tu ne parles pas trop, quand tu n'expliques pas trop, quand tu ne justifies pas trop, chaque phrase que tu dis a du poids. Les gens écoutent avec plus d'attention, se mesurent plus, calculent plus avant de te répondre. Ta présence grandit parce que ta voix n'est pas contaminée par le bruit inutile. Mais le véritable respect naît lorsque le silence que tu utilises ne vient pas de la peur, mais de la clarté. Un silence craintif se sent insécurisé. Un silence ferme se sent inébranlable. 8. Maintiens une présence sereine. Maintenir une présence sereine est comme tenir une torche au milieu d'une salle sombre. Tu n'as pas besoin de la bouger pour qu'elle éclaire. Tu n'as pas besoin de l'agiter pour qu'on te voie. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour que sa lumière soit impossible à ignorer. La sérénité fonctionne ainsi. Elle ne pousse pas, elle n'exige pas, elle ne menace pas, mais elle change l'atmosphère de n'importe quel endroit où tu arrives. Les gens la ressentent sans que tu ouvres la bouche. Et quand tu parles depuis cette présence, même tes mots les plus simples portent un poids que les autres ne peuvent pas ignorer. La sérénité ne signifie pas faiblesse. Elle signifie solidité intérieure. Elle signifie que tu ne réagis pas au rythme émotionnel de l'autre. Elle signifie que tu n'as pas besoin d'élever ta voix pour avoir de l'autorité. La présence sereine s'impose sans violence, fixe des limites sans crier et fait en sorte que l'autre ajuste son attitude sans que tu le lui demandes explicitement. La sérénité, quand elle est réelle, oblige le monde à se mouvoir avec plus de précaution autour de toi. Beaucoup de personnes confondent présence avec volume, avec un charisme exagéré ou avec une intensité émotionnelle. Mais la vraie présence naît de la maîtrise de soi. Elle naît de la façon dont tu t'assieds, de la façon dont tu regardes, de la façon dont tu écoutes, de la façon dont tu respires, de la façon dont tu décides ce qui vaut la peine d'être dit et ce qui mérite le silence. La présence sereine est le type de force qui n'a pas besoin d'explication. Les gens la respectent parce qu'ils la reconnaissent immédiatement, même sans comprendre pourquoi. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Sénèque disait qu'un esprit tranquille est plus difficile à briser que l'épée la plus forte. Et c'est vrai, la sérénité déconcerte ceux qui sont habitués à contrôler les autres par des cris ou des manipulations. Lorsque tu restes serein, tu leur enlèves leur principal outil, la capacité de dicter tes réactions. Et quand quelqu'un ne peut pas contrôler tes émotions, il perd du pouvoir sur toi. Maintenir une présence sereine améliore aussi tes paroles. Elles sonnent plus claires, plus fermes, plus sûres. Quand tu parles depuis la sérénité, tu n'improvises pas par peur, tu ne réponds pas par colère, tu ne te perds pas dans des explications interminables. Tu dis ce que tu as à dire et tu le soutiens sans trembler. C'est ce qui fait que les autres te prennent au sérieux. Dans les conversations tendues, ta présence sereine donne le rythme. Si l'autre monte le ton,
tu ne le suis pas. S'il essaie de te provoquer, tu ne le nourris pas. S'il veut t'entraîner dans le conflit, ton calme coupe la dynamique. Une simple phrase dite avec sérénité peut désamorcer une situation compliquée. Quelque chose comme « je ne vais pas entrer dans ce ton » ou « nous pouvons parler mais sans agression » depuis une présence forte est suffisant pour repositionner toute l'interaction. Dans les environnements de travail, la sérénité fait de toi la personne vers qui on se tourne quand tout se complique. Non pas parce que tu es le plus bruyant, mais parce que tu transmets de la stabilité. Les gens respectent celui qui garde son sang-froid sous la pression. La sérénité est une preuve de maîtrise de soi, d'intelligence émotionnelle et de clarté mentale. Et ces qualités combinées génèrent de l'autorité même si tu n'as pas le poste le plus élevé. Dans les relations personnelles, la présence sereine évite que tu tombes dans des jeux émotionnels. Elle évite que tu sois manipulé par des impulsions. Elle évite que tu sois entraîné dans des drames inutiles. Et elle évite que des émotions que tu n'as pas choisies se déclenchent en toi. Lorsque tu es serein, tu envoies un message silencieux mais puissant. Tu ne peux pas contrôler ma paix. Maintenir une présence sereine crée un impact. Les gens t'écoutent différemment. Ils t'observent différemment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ton esprit est comme une pièce que personne d'autre ne rangera pour toi. Si tu permets à n'importe qui d'entrer, de parler, de crier et de tout déranger, tu vivras dans le chaos. Mais lorsque tu décides de le former, lorsque tu fermes les bonnes portes et que tu mets le silence là où il y avait du bruit auparavant, tu découvres quelque chose que presque personne ne comprend. Le calme n'est pas de la chance, c'est de la discipline. La vérité est dure, mais nécessaire. La plupart réagissent par impulsion parce qu'ils n'ont jamais appris à penser avant de ressentir. Ils se noient dans leur propre dialogue interne, cherchent à avoir raison, s'accrochent à des problèmes minimes, permettent au bruit extérieur de décider comment ils doivent agir. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur paix est si facilement brisée. La réponse est simple. Ils n'ont pas formé leur esprit. Cette vidéo est pour changer cela. Pour que tu comprennes que le calme se construit comme un muscle, avec de la pratique, avec intention et avec du caractère. Ici, tu ne trouveras pas de phrases douces ni de théories vides. Ici, nous allons directement à ce qui fonctionne, à ce qui transforme vraiment. Tu vas écouter les 8 leçons qui te feront arrêter de réagir comme tout le monde et commencer à répondre comme quelqu'un qui se maîtrise. Reste jusqu'à la fin. Si tu appliques ce qui suit, rien de l'extérieur ne pourra à nouveau avoir le pouvoir de briser ta paix. Parce que la véritable force n'est pas dans le fait de crier, d'argumenter ou de prouver. Elle est dans le maintien du calme même lorsque le monde essaie de te sortir de ton centre. Ici, tu apprendras à le faire. 1. Ne réagis pas, réponds. Ton esprit fonctionne comme un volant sur une route pleine de courbes inattendues. Si chaque fois que quelque chose apparaît devant toi, tu tournes brusquement, tôt ou tard, tu finiras hors de la route. Mais si tu apprends à garder fermement le contrôle, même lorsqu'un véhicule traverse, qu'une pierre apparaît ou que la route devient étroite, tu continues à avancer sans perdre de direction. C'est ainsi que fonctionne l'autocontrôle. Ce n'est pas éviter le chaos, c'est avoir la capacité de ne pas te cracher dedans. Et bien que la plupart des gens vivent en réagissant comme si l'impulsion était une obligation, tu peux faire quelque chose de différent. Quelque chose que les gens forts font en silence, répondre. Répondre est un acte conscient, décidé, mature. Réagir est automatique, enfantin et coûteux. Quand tu réagis, tu donnes ton pouvoir au monde. Tu permets à n'importe quel commentaire, geste ou situation de décider pour toi. Quand tu réponds, tu récupères ce pouvoir, tu le gardes en toi et tu choisis quoi en faire. La plupart des gens ne répondent pas parce qu'ils n'ont jamais entraîné cette compétence.
Ils ont l'habitude de sauter, d'exploser, de se défendre, de se précipiter, de répondre sans réfléchir, puis de regretter. Ils pensent que leur impulsion est leur identité, que leur émotion est une vérité et que leur première réaction est inévitable. Ce n'est pas le cas, c'est simplement un manque d'entraînement mental. Le stoïcisme l'a expliqué il y a des siècles. Personne ne te contrôle si tu décides de ne pas te soumettre. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes ton centre. Ne pas réagir ne signifie pas rester silencieux ou permettre des injustices, cela signifie que tu ne laisseras pas l'émotion décider pour toi. Cela signifie que tu vas observer avant d'agir. Cela signifie que tu vas te donner quelques secondes pour mettre de la conscience là où normalement tu ne mets que de l'impulsion. La différence entre les gens qui vivent en paix et ceux qui vivent dans le chaos est ces secondes. Cette pause est ton arme. C'est l'espace où le cerveau cesse de marcher seul et te permet de prendre le contrôle. Les personnes qui réagissent vivent à la merci du monde. Si quelqu'un leur parle fort, ils se fâchent. Si quelqu'un ne leur répond pas, ils se frustrent. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils s'effondrent. Si quelqu'un les contredit, ils explosent. C'est une vie épuisante parce qu'elle dépend toujours des autres. Répondre, en revanche, te rend maître de toi-même. Cela te place dans une position où tu choisis, tu décides et tu définis le ton de la situation. C'est la liberté que personne n'explique mais que tout le monde désire. Pour apprendre à répondre, tu dois faire 3 choses. La première est d'observer ton corps quand tu ressens une impulsion. Ce n'est pas mystique, c'est pratique. Remarque comment ta respiration s'accélère, comment ta mâchoire se tend, comment tes pensées se regroupent sans ordre. C'est le signe que tu es sur le point de réagir. La deuxième est de t'arrêter quelques secondes avant d'agir. Cela semble insignifiant, mais c'est la différence entre une erreur et une réussite. Ce petit espace te permet de mettre l'esprit là où avant il n'y avait que de l'émotion. Et la troisième est de choisir une action qui ne te détruira pas après, une qui reflète la maturité, la fermeté et la clarté. Répondre te permet aussi de voir plus clairement qui tu es vraiment. Quand tu réagis, tu cries, tu discutes, tu impulsions des mots qui ne représentent pas ton caractère, mais ton agitation. Quand tu réponds, tu agis à partir du contrôle, d'une version plus consciente de toi. Tu ne cherches pas à gagner, tu cherches à agir avec précision. Et cette précision te donne du pouvoir. Elle fait de toi quelqu'un dont le comportement ne dépend pas des provocations, des blagues lourdes ou des situations inattendues. Elle te transforme en quelqu'un de difficile à manipuler. Tu n'es pas fort parce que tu cries plus vite. Tu es fort parce que tu ne tombes pas dans les pièges émotionnels. 2. Prends soin de ton dialogue interne. Ton esprit est comme un narrateur qui ne se tait jamais. Il peut être un allié qui te pousse à avancer ou un ennemi silencieux qui te sabote de l'intérieur. Imagine que chaque pensée est une graine. Si tu plantes des graines de doute, de peur et d'autocritique, un sombre forêt poussera où tu te perdras chaque jour. Mais si tu plantes des mots de clarté, d'ordre, de fermeté, ton esprit devient un terrain fertile où tu peux construire n'importe quelle version de toi. Le problème est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils plantent. Ils se parlent mal sans y penser, s'insultent pour des erreurs minimes, se comparent aux autres, et transforment leur dialogue interne en une arme qui les poignarde sans cesse. Le stoïcisme l'a toujours dit de manière directe. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que tu te dis à son sujet. Et cela définit ta vie. Les gens pensent que leurs pensées sont innocentes, qu'elles ne sont que des idées qui passent, mais ce que tu te dis à répétition devient ton identité. C'est une formule simple. Si chaque jour tu te répètes que tu n'es pas suffisant, tu commenceras à agir comme quelqu'un d'insuffisant. Si tu te répètes que tu es faible, ton corps commencera à bouger comme quelqu'un de faible. Le dialogue interne est plus puissant que n'importe quel commentaire externe, parce que c'est le seul que tu écoutes sans arrêt. Le vrai problème n'est pas ce que les autres te disent, c'est ce que tu te dis après les avoir écoutés.
Tu peux recevoir une petite critique et la transformer en une attaque gigantesque simplement par la façon dont ton esprit l'interprète. Et c'est ainsi que beaucoup de gens se détruisent, non pas à cause de ce qui leur est arrivé, mais à cause de l'histoire qu'ils se racontent sur ce qui leur est arrivé. C'est le pouvoir du dialogue interne. Il transforme une erreur en condamnation, une peur en prison ou une difficulté en obstacle insurmontable. Mais il peut aussi faire l'inverse. Il peut transformer un échec en apprentissage, un rejet en direction, une chute en clarté. Prendre soin de ton dialogue interne, c'est surveiller qui parle en toi. Parce que ce n'est pas toujours toi. Parfois c'est ta peur qui parle, parfois tes insécurités, parfois une vieille voix que tu as apprise dans ton enfance, parfois un commentaire de quelqu'un qui n'est plus dans ta vie. Et si tu n'es pas conscient, ces voix dirigent ton comportement sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi la première étape est d'identifier ce que tu te dis chaque fois que quelque chose t'arrive. Quand tu échoues, que te dis-tu? Quand tu te trompes, que te dis-tu? Quand quelqu'un te critique, que te dis-tu? C'est là ton entraînement. L'esprit répète ce qu'il connaît. Si pendant des années tu t'es parlé durement, ton esprit réagira ainsi par défaut. Mais tout comme tu as appris un dialogue destructeur, tu peux en apprendre un qui te construit. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides ou de la motivation bon marché. Il s'agit de te parler avec clarté, objectivité et respect, te dire la vérité sans te détruire, accepter les erreurs sans t'insulter, reconnaître tes défauts sans les transformer en ton identité. Cet équilibre est la base du contrôle émotionnel. Chaque fois que ton dialogue interne penche vers le négatif, utilise la pause stoïcienne. Ne l'accepte pas comme une vérité immédiate. Questionne-le. Demande si cette pensée t'aide ou te fait couler. Demande si elle provient d'une émotion momentanée ou de quelque chose de réel. Demande si elle te rapproche de la personne que tu veux être ou t'éloigne d'elle. Si elle ne te sert pas, tu l'arrêtes là. C'est le travail de quelqu'un qui prend son développement au sérieux. Bien te parler n'est pas de la complaisance, c'est une stratégie. 3. Priorise ta paix. La paix est comme une flamme au milieu du vent. Si tu ne la couvres pas de tes mains, le moindre mouvement brusque l'éteint. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Si tu ne le protèges pas, le monde le consomme sans effort. Et bien que beaucoup pensent que la paix arrive lorsque tout va bien, la vérité est autre. La paix se construit au milieu du chaos, lorsque tu décides que ta tranquillité vaut plus que de discuter, plus que de prouver, plus que d'avoir raison et plus que de t'accrocher à des choses qui n'ont pas d'importance. La plupart des gens perdent leur paix pour des futilités. Un commentaire, un regard, une contradiction minime, une erreur personnelle, un message non répondu, une attitude étrangère qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils réagissent comme si le monde leur devait le calme et se frustrent lorsqu'ils ne le reçoivent pas. Mais la paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle dépend de la façon dont tu choisis d'interpréter, d'agir et de répondre. Celui qui ne comprend pas cela est condamné à vivre épuisé, tendu et émotionnellement vidé. Le stoïcisme l'a toujours clairement indiqué. Ce qui perturbe, ce ne sont pas les faits, mais l'opinion que tu as d'eux. Si tu crois que quelqu'un t'a offensé, tu te sentiras offensé. Si tu crois que quelque chose est urgent, tu te désespéreras. Si tu crois que tu as besoin de gagner la discussion, tu t'épuiseras. Mais si tu décides que ta paix est une priorité, tout change. Tu commences à voir le monde avec plus de distance, sans absorber chaque stimulus et sans permettre que de petites choses contrôlent ta journée. C'est le vrai pouvoir. Prioriser ta paix signifie mettre des limites internes avant les limites externes. C'est décider que tu ne vas pas donner ton énergie à des situations inutiles. C'est comprendre que chaque discussion ne vaut pas ton calme, que chaque provocation ne mérite pas ta réponse, que chaque critique ne définit pas ta valeur et que chaque problème n'est pas aussi grand qu'il semble lorsque tu le regardes avec un esprit agité. Beaucoup de personnes perdent plus d'énergie à penser aux problèmes qu'à les résoudre et finissent par détruire leur paix pour des choses qui n'auront même pas d'importance demain. La paix est aussi un filtre. Lorsque tu la priorises vraiment, tu commences à remarquer qui ajoute et qui soustrait, qui te respecte et qui te vide.
Quels environnements te renforcent et lesquels te brisent? Le chaos externe existera toujours, mais la façon dont tu le laisses entrer définit la qualité de ta vie. Et beaucoup de gens laissent n'importe quoi entrer, commérages, drames, plaintes, comparaisons, conflits étrangers, pensées toxiques. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués s'ils n'ont rien fait. Ils ont absorbé des déchets émotionnels toute la journée. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. C'est comprendre que ton esprit a besoin d'espace pour penser, pour répondre, pour prendre des décisions intelligentes. Et tu ne peux pas y parvenir si tu es en train de te battre, de discuter ou de répondre à chaque stimulus du monde. Lorsque tu priorises ta paix, tu choisis tes batailles. Tu sais quand parler et quand t'éloigner. Tu sais quand il vaut la peine de t'impliquer et quand il vaut mieux observer. Tu sais quand donner de l'énergie et quand la garder. La vie change lorsque tu apprends à lâcher prise. Lâcher la nécessité de contrôler, de convaincre, de gagner, que tout soit parfait, que tout se passe comme tu l'as imaginé. Lâcher prise est une compétence émotionnelle puissante, mais elle exige du courage. Parce qu'elle implique d'accepter que certaines choses ne sont tout simplement pas sous ton contrôle. Et là, dans cette reconnaissance, naît la paix. Prioriser ta paix signifie aussi être prêt à perdre des choses que tu croyais auparavant indispensables. Perdre des discussions, perdre de l'ego, perdre le dernier mot, perdre des liens qui ne te respectent pas, perdre des habitudes qui t'épuisent. Ce n'est pas une vraie perte, c'est une purification. Tu gardes ce qui te soutient vraiment. 4. Utilise la difficulté comme entraînement. Les difficultés fonctionnent comme des poids invisibles. Tu ne les choisis pas, tu ne veux pas toujours les soulever, mais chacune a le potentiel de renforcer tes muscles mentaux. La plupart des gens les portent avec plainte, avec frustration, avec résistance, comme si le monde leur faisait quelque chose d'injuste. Mais celui qui comprend le jeu de la vie sait que chaque obstacle est, en réalité, un entraînement déguisé. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, il s'agit de comprendre que ce qui te dérange aujourd'hui te rend plus résistant demain. La vie ne va pas adoucir le chemin parce que tu es fatigué. Elle ne va pas non plus éliminer les problèmes parce que tu préférerais quelque chose de plus facile. La vie ne négocie pas avec tes émotions. C'est pourquoi te former à voir la difficulté comme un apprentissage n'est pas une belle philosophie. C'est une obligation si tu veux vraiment grandir. Le stoïcisme l'a bien précisé. L'obstacle est le chemin, pas l'interruption du chemin. Ce qui te dérange aujourd'hui te forme. Ce qui te frustre aujourd'hui te prépare. Ce qui t'exige aujourd'hui te renforce. Chaque personne vit des expériences difficiles, mais tout le monde n'en profite pas. Certains s'y enfoncent, d'autres se façonnent avec elles. C'est la différence. Ce n'est pas la difficulté en soi, c'est ton interprétation et ta réponse. Deux personnes font face au même défi et une seule grandit, parce que tandis que l'une se demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», l'autre se demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» La première s'affaiblit, la seconde se renforce, non pas parce qu'elle est plus forte au début, mais parce qu'elle choisit une mentalité plus utile. Utiliser la difficulté comme entraînement signifie cesser de voir les problèmes comme des ennemis. Un ennemi cherche à te détruire, un entraînement cherche à te former. Lorsque tu changes cette vision, ton esprit cesse d'être une victime et devient un apprenant. Cela te donne le contrôle. Cela fait de toi quelqu'un qui ne se rend pas aux coups, mais qui les étudie, qui ne se lamente pas de ce qui s'est passé, mais qui profite de ce qui reste. C'est une mentalité puissante parce qu'elle transforme l'inévitable en outil. Dans chaque difficulté, il y a un exercice. L'impatience te forme à la patience. La critique te forme à la force émotionnelle. La perte te forme à l'acceptation. Le rejet te forme à l'indépendance. L'incertitude te forme à la clarté mentale. L'adversité ne te demande pas si tu es prêt, mais elle te transforme en quelqu'un qui le sera. Personne ne grandit dans un confort absolu. La véritable croissance se produit lorsque quelque chose t'oblige à activer des parties de toi qui étaient endormies. Beaucoup de gens pensent que la douleur est injuste, mais la douleur est une information.
Elle te montre où est ta faiblesse, quelle partie de ton caractère a besoin de se renforcer, quel aspect de ta vie est déséquilibré. Si tu l'ignores, tu répètes les mêmes schémas. Si tu l'observes, tu évolues. C'est l'entraînement. Tu ne cherches pas la douleur, mais tu ne fuis pas non plus. Tu l'utilises comme guide. Tu dois aussi comprendre quelque chose de clé. Toutes les difficultés ne viennent pas pour te détruire. Certaines viennent pour t'arrêter avant que tu ne prennes un mauvais chemin. D'autres viennent pour te réveiller de la conformité. D'autres viennent pour que tu apprennes les limites. Et beaucoup viennent pour te rappeler que tu ne peux pas tout contrôler. La vie, bien qu'elle soit dure, frappe rarement sans but. Le but apparaît quand tu décides de le voir. La mentalité stoïcienne ne dit pas que tu dois apprécier les difficultés, elle dit que tu dois les transformer. Et les transformer requiert de la discipline. Elle requiert d'observer tes pensées avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. 5. Cultive le silence. Le silence fonctionne comme un miroir propre. Il ne te montre pas ce que tu veux voir, il te montre ce qui se passe réellement en toi. Quand le bruit extérieur disparaît, la vérité que tu caches sous les distractions, les conversations inutiles, les opinions des autres et les pensées que tu n'oses pas affronter apparaît. C'est pourquoi tant de gens fuient le silence, parce que le silence révèle. Mais celui qui apprend à le cultiver découvre l'outil le plus puissant de tous, un esprit capable de s'écouter sans distorsion. Nous vivons à une époque saturée. Notifications, messages, voix, stimuli, écrans, informations constantes. Le monde entier se bat pour ton attention, et si tu n'es pas prudent, tu finis par te noyer dans un bruit qui te déconnecte de toi-même. La plupart des gens pensent qu'ils sont stressés par la vie, mais en réalité, ils sont stressés par le manque d'un espace personnel où respirer. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence d'interférence. C'est un terrain mental où tu peux enfin penser sans hâte, sans pression et sans interruption. Et c'est là que commence le véritable entraînement stoïcien, car tu ne peux pas contrôler tes émotions si tu ne peux pas les écouter. Tu ne peux pas contrôler tes pensées si tu ne peux pas les reconnaître. Tu ne peux pas prendre des décisions intelligentes si tu es entouré de voix étrangères qui te disent quoi faire. Cultiver le silence, c'est récupérer ton territoire intérieur. Cela signifie te donner quelques minutes par jour où ta voix est la seule qui compte. Ce n'est pas fuir le monde, c'est te renforcer pour l'affronter avec plus de clarté. Les gens forts ne réagissent pas impulsivement parce qu'ils ont appris à écouter leur esprit avant d'agir. Ce type de calme naît du silence. Le silence t'apprend aussi quelque chose de crucial. Beaucoup de batailles que tu crois avoir à l'extérieur sont en réalité à l'intérieur de toi. Ce n'est pas le message, c'est l'interprétation. Ce n'est pas la personne, c'est la blessure. Ce n'est pas la situation, c'est la peur. Et tu ne peux pas découvrir cela si tu ne t'arrêtes jamais pour t'écouter. Sans silence, tu répètes tes erreurs parce que tu n'as pas d'espace pour les analyser. Sans silence, tu confonds le bruit avec l'urgence, l'émotion avec la vérité, l'impulsion avec l'intuition. Pratiquer le silence n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Tu peux commencer par quelques minutes où tu déconnectes tout, tu respires, tu observes tes pensées et tu laisses l'ordre interne se faire sans le forcer. Tu ne cherches pas l'illumination, tu cherches la clarté. Et la clarté naît lorsque tu donnes enfin un répit à ton esprit. Parfois, le silence te montrera des choses inconfortables. Il te montrera des insécurités, des douleurs en suspens, des schémas répétitifs, des décisions évitées. Mais c'est le but. Ce que tu ne vois pas, tu ne le changes pas. Le silence ne calme pas seulement, il confronte aussi. Et en te confrontant, il te rend plus fort. Il te force à te regarder sans masque, sans distraction, sans déguisements externes. Cette honnêteté interne, bien que difficile, te libère. Le stoïcisme a toujours valorisé le silence comme une pratique quotidienne, car il savait qu'un esprit sans calme est un esprit qui se trahit. Quand tu apprends à faire taire le bruit, tu commences à entendre des solutions que tu ne voyais pas auparavant. Tu commences à reconnaître ce qui est important et ce qui est des déchets émotionnels que tu portais sans nécessité. Tu commences à répondre au lieu de réagir parce que ton esprit cesse de sauter d'une pensée à l'autre et commence à s'organiser.
Cultiver le silence renforce aussi ta présence. 6. Pense avec perspective. La perspective fonctionne comme une caméra qui peut zoomer ou s'éloigner du problème. Si tu restes trop près, tout semble énorme, urgent et accablant. Mais lorsque tu éloignes l'objectif, lorsque tu observes à partir d'une distance mentale plus grande, tu découvres que ce qui te consumait n'était pas aussi grand qu'il semblait. Penser avec perspective, c'est changer l'angle, pas changer la réalité. C'est apprendre à voir ce qui se passe sans l'exagérer ni te diminuer face à cela. Beaucoup de personnes sont piégées dans leur propre loupe émotionnelle. Une petite erreur devient une tragédie. Une critique légère devient une attaque personnelle. Un retard est interprété comme un échec. Un inconfort est interprété comme du chaos. Le problème n'est pas la situation, c'est le manque de distance. Quand tu es trop collé à tes émotions, ton esprit perd en clarté et commence à construire des histoires qui ne correspondent pas aux faits. Et c'est là que commence la souffrance inutile. Le stoïcisme a enseigné que la perspective est un outil de survie émotionnelle. Si tu arrives à observer ta vie d'un point de vue plus élevé, tu comprends ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Tu vois ce qui est temporaire, ce qui est une exagération mentale et ce qui est vraiment important. La perspective te permet d'éviter les décisions impulsives parce que tu vois le tableau complet, pas seulement la partie qui te dérange. Et cette capacité n'apparaît pas de nulle part, elle se forme. Penser avec perspective, c'est se rappeler que presque tout ce qui te préoccupe aujourd'hui sera sans importance dans quelques jours, semaines ou mois. Cette pensée, bien que simple, est profondément libératrice. Elle t'aide à ne pas perdre ton calme pour des choses qui ne méritent pas de détruire ta journée. Elle t'aide à ne pas porter des émotions qui ne t'ajoutent rien. Elle t'aide à ne pas réagir à des situations qui, vues avec plus de temps, n'ont pas besoin de ta douleur. Et elle t'aide à voir que la plupart des choses qui t'affectent émotionnellement sont temporaires, pas permanentes. La perspective t'aide aussi à comprendre que tu n'es pas le centre de tout ce qui se passe. Beaucoup de gens prennent tout personnellement parce qu'ils ne savent pas comment se distancer émotionnellement des situations. Ils pensent que si quelqu'un ne répond pas rapidement, c'est du mépris, que si quelqu'un est sérieux, c'est du désintérêt, que si quelque chose se passe mal, c'est de leur faute. Cette mentalité n'est pas réaliste, elle est épuisante. Quand tu penses avec perspective, tu comprends que chaque personne a sa vie, ses batailles, ses peurs, ses charges, et que tout ne tourne pas autour de toi. Cette compréhension enlève un énorme poids. La perspective est une protection mentale. Elle te permet de voir les problèmes comme une partie d'un processus, pas comme la fin de ton histoire. Elle te rappelle que chaque difficulté, aussi dure soit-elle, ne définit pas toute ta vie. Elle te donne un répit quand tout semble intense. Elle te montre que le chaos est passager et que tu as la capacité de le traverser. Du bon point de vue, même les moments difficiles deviennent des instructions plutôt que des menaces. Pratiquer la perspective commence par une habitude simple, s'arrêter avant de réagir. Quand tu sens que quelque chose te perturbe, demande-toi comment tu verrais cela demain. Demande si cela importe dans un an. Demande si cette émotion est proportionnelle aux faits. Demande quelle partie de cela est réelle et quelle partie est interprétation. Quand tu poses ces questions, ton esprit se réorganise tout seul. Tu arrêtes de gonfler les problèmes et tu commences à les voir à leur taille réelle. La perspective t'aide aussi à éviter le piège du drame. Beaucoup de personnes vivent en intensifiant tout, en racontant des histoires terribles dans leur tête et en répétant des narrations qui les enfoncent davantage. Avec la perspective, tu coupes ce cycle. 7. Organiser pour avoir de la clarté. L'ordre fonctionne comme une lampe de poche dans une pièce sombre. Chaque chose que vous mettez à sa place illumine un espace qui était auparavant rempli d'ombre. Le chaos, en revanche, agit comme un brouillard épais qui s'infiltre dans votre tête, dans votre énergie et dans votre état émotionnel. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le désordre externe et le désordre interne sont liés et vivent en croyant que leur anxiété vient de la vie, alors qu'en réalité, elle vient du bruit qu'ils permettent dans leur environnement.
Celui qui veut de la clarté mentale doit commencer par organiser ce qui l'entoure, car personne ne pense bien au milieu du désordre. Chaque objet hors de sa place se bat pour votre attention. Une pièce en désordre vous parle sans mots, elle vous répète ce que vous n'avez pas fait, elle vous rappelle les choses en suspens, elle vous vole de l'énergie visuelle et émotionnelle. Parfois, vous pensez que vous êtes irrité par des situations externes, mais votre esprit est simplement fatigué de traiter des stimuli inutiles. Le désordre n'est pas neutre, il épuise. L'ordre, en revanche, vous donne un point fixe, une sensation de contrôle et un espace où votre esprit peut respirer. Le stoïcisme a enseigné que l'ordre commence en vous, mais se reflète aussi à l'extérieur. Si vous voulez un esprit clair, vous avez besoin d'un environnement qui ne vous distrait pas ou ne vous sort pas de votre centre. Cela ne signifie pas que votre vie doit ressembler à une photo parfaite. Cela signifie que votre espace doit vous permettre de penser sans vous saturer. La clarté naît lorsque vous réduisez les interférences, lorsque vous enlevez ce qui gêne, lorsque vous choisissez l'essentiel sur l'inutile. Cet acte simple change votre esprit plus que vous ne l'imaginez. Organiser n'est pas seulement nettoyer, c'est décider ce qui mérite d'être avec vous et ce qui ne l'est pas. C'est un exercice de sélection, un filtre qui vous oblige à vous demander si ce que vous gardez, consommez ou permettez vous ajoute ou vous soustrait. Beaucoup de gens gardent des objets, des souvenirs, des papiers, des vêtements, des opinions d'autrui et même des liens qui n'ont plus de sens. Et chacune de ces choses devient une ancre émotionnelle qui les tire vers le bas. L'ordre est aussi un acte de lâcher prise. Lâchez ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous représente plus, ce qui n'a plus de but. La clarté arrive lorsque vous éliminez ce qui vous distrait et laissez de la place pour ce qui compte vraiment. Et ce même principe s'applique à votre esprit. Des pensées désordonnées génèrent des émotions désordonnées. Des problèmes mal définis génèrent de l'anxiété. Des conversations internes sans structure génèrent de la confusion. C'est pourquoi l'ordre exige deux mouvements simultanés. Ordonner à l'extérieur et ordonner à l'intérieur. L'un renforce l'autre. Une pièce organisée réduit votre bruit mental. Un esprit organisé maintient votre espace en équilibre. C'est un cycle qui renforce votre calme. Organiser vous enseigne aussi la discipline. Ce n'est pas seulement une action physique, c'est une décision constante. Chaque jour, vous choisissez entre accumuler le chaos ou créer de la clarté. Et ce choix détermine votre stabilité émotionnelle. Beaucoup de gens veulent une vie tranquille, mais tolèrent des environnements qui génèrent de la tension. Ils veulent un esprit calme, mais vivent entourés de choses qui leur rappellent des problèmes. L'ordre n'est pas la perfection, c'est l'intention. C'est choisir consciemment ce que vous voulez voir, ressentir et permettre dans votre environnement. La clarté externe vous aide également à prendre de meilleures décisions. Lorsque votre espace est propre et structuré, votre esprit traite mieux. Vous voyez des solutions que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Vous organisez vos idées plus facilement. Vous avez plus d'énergie. Vous êtes moins irritable. Vous ne perdez pas de temps à chercher des choses. Vous ne laissez pas de choses en suspens s'accumuler. 8. La paix est la première chose. La paix fonctionne comme un gardien silencieux à la porte de ta vie. Elle décide ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste avec toi. Si tu ne la mets pas en premier, n'importe quoi arrive, n'importe quelle émotion reste, n'importe qui te perturbe et n'importe quelle situation te sort de ton centre. Mais quand la paix est en tête, rien n'entre sans ton permission. C'est la différence entre une vie dominée par le chaos et une vie dirigée par la clarté, qui a le contrôle de la porte. L'erreur la plus courante est de croire que la paix arrive quand tout va bien, quand le travail coule, quand les relations fonctionnent, quand il n'y a pas de problème. Cette mentalité te condamne, parce que la vie ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours du bruit, des inconforts et des gens qui ne comprennent pas ton processus. Attendre que tout soit aligné pour avoir la paix est comme attendre que le vent disparaisse pour allumer une bougie. Ça ne marche pas. La paix n'arrive pas, elle se choisit. Mettre la paix en premier signifie que ton bien-être émotionnel passe avant l'orgueil, avant l'ego,
avant le besoin de prouver, avant la hâte, avant l'impulsion de répondre, avant de plaire aux autres. Cette décision te transforme parce qu'elle t'oblige à séparer l'important de l'inutile. Elle t'oblige à te demander si ça vaut la peine de perdre ton calme pour quelque chose de si petit, de si temporaire ou de si insignifiant. Et presque toujours la réponse est non. Le stoïcisme a enseigné que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne pas être dominé par tes émotions. Quand la paix est ta priorité, tu n'entres pas dans des discussions inutiles, tu ne réagis pas à des provocations stupides, tu ne portes pas des culpabilités qui ne te concernent pas et tu ne permets pas que l'environnement décide de ton état mental. Les gens pensent que c'est de l'indifférence, mais ce n'est pas le cas. C'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle et c'est de la force intérieure. La paix est aussi une forme de respect de soi. Si quelqu'un te parle mal, ta paix décide si tu réponds ou non. Si une situation se complique, ta paix décide si tu t'impliques ou si tu t'éloignes. Si un problème apparaît, ta paix décide si tu l'affrontes avec calme ou avec chaos. C'est un guide interne qui te rappelle constamment que ton esprit est un territoire sacré et que tout ne mérite pas d'entrer. Mettre la paix en premier t'oblige à arrêter d'insister sur des batailles inutiles. Beaucoup de gens détruisent leur bien-être en voulant toujours avoir raison, en défendant des points qui n'ont pas d'importance, en imposant leur vision, en soutenant des discussions qui ne font qu'alimenter leur stress. Mais la paix t'enseigne quelque chose que l'ego ne comprendra jamais. Gagner ne signifie pas toujours vaincre l'autre. Parfois, cela signifie se retirer à temps. Non pas par lâcheté, mais par intelligence. Non pas par abandon, mais par préservation de ton énergie. La paix te donne aussi quelque chose qu'aucun accomplissement externe ne peut te donner, la stabilité. Quand ta paix est protégée, tes décisions sont plus claires, tes émotions plus stables, tes pensées plus ordonnées. Tu ne te lèves pas chaque jour en espérant que le monde soit gentil avec toi, parce que tu as déjà en toi ce dont tu as besoin pour te soutenir. Cette indépendance émotionnelle te rend pratiquement imperturbable. Être une personne qui met la paix en premier ne signifie pas être passif. Cela signifie être sélectif. Cela signifie que tu agis quand c'est approprié, pas quand l'impulsion te pousse. Cela signifie que tu parles quand c'est nécessaire, pas quand l'orgueil te crie. Cela signifie que tu marches avec conviction, pas avec désespoir. La paix te permet de répondre avec un esprit entraîné, pas avec une émotion débordante.